Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est la première d'une série de 2 émissions. Alors, elle passe ce soir et la semaine prochaine, nous allons regarder ensemble la suite de cette émission. Une histoire invraisemblable, mais combien vraie. Violée plus de 1000 fois par un père, ou devrait-on dire un prédateur rusé, intelligent et opportuniste. Chaque nuit, elle le reçoit, bien malgré elle. Il lui fait perdre ou lui enlève sa virginité un peu avant l'âge de 3 ans. Elle le subit pendant plus de 16 ans, jusqu'au jour où elle doit faire un choix. Mourir ou dénoncer. Elle vient de publier un livre paru aux éditions JCL qui s'intitule « La proie ». Mesdames et messieurs, Madame Martine Ayotte. Madame Ayotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce ne sera pas facile, on va dire des choses qui vont peut-être un petit peu donner, qui vont choquer possiblement, mais c'est dans l'émission. Puis, on va avertir les gens également qu'au cours de ces 2 émissions, il y aura des paroles qui seront crues et peut-être difficiles pour l'oreille. Alors, nous préférons vous en aviser. Madame Ayotte, est-ce que votre histoire est un combat pour la survie? Oui, oui, c'est un combat pour la survie. En fait, la réponse que je pourrais le mieux donner dans mon cas, c'est si vous me demanderiez qu'est-ce que c'est que de vivre, je serais incapable de vous l'expliquer encore. Je peux vous expliquer c'est quoi la survie, par exemple. J'ai été longtemps dans la survie. J'apprends maintenant à vivre. Vous apprenez à vivre. Est-ce qu'on peut dire, Madame Ayotte, 42 ans de prison qui s'est achevée en 2006? Oui. Oui, c'est 42 ans de prison par le fait que moi, j'ai constaté que la prison, c'était le silence. De ne pas pouvoir dire les vraies choses et d'assumer la responsabilité des actes de quelqu'un d'autre, comme si c'était moi qui les avais commis. C'est une prison perpétuelle. Si on en vient à la première fois, si Laurette, qui est votre sœur, n'avait pas dormi, est-ce que ça aurait pu être elle au lieu de vous qui aurait été violée à 3 ans? Moi, je pense que oui. Parce qu'effectivement, quand il est rentré dans la chambre, il s'est dirigé d'abord vers le lit de ma sœur. Il a levé les draps. Et quand il a vu que j'étais réveillée, il a redéposé les draps et il est venu dans mon lit. Je pense que oui, il aurait fort probablement passé avant moi si je n'avais pas été réveillée ce soir-là. On vous a volé votre enfance, votre innocence, votre joie et votre liberté, et vous aviez à peine 3 ans. C'est révoltant. Bien, révoltant, aujourd'hui, je dirais que oui, c'est sûr, mais quand c'est arrivé, c'était plus une grande détresse qu'une révolte qui m'a habité. Je comprenais pas ce qui se passait. Vous étiez trop jeune. J'étais trop jeune pour comprendre. Je savais juste que c'était douloureux, que c'était pas agréable, mais j'arrivais pas à saisir ce qui se passait exactement. Si on parlait du système de couleurs que vous aviez comme un peu inventé, comme les feux de circulation, oui. La couleur rouge, et vous aviez à peine 3 ans, la couleur rouge pour vous, c'était insupportable. Votre mère vous impose de vous asseoir, mais vous en êtes incapable parce qu'il y a trop de douleur. Et votre père qui vous regarde et qui rit, c'est affreux, ça. Ben oui, c'est surtout la détresse que j'ai ressentie. J'avais environ 5 ans, ça, quand maman m'a obligée à m'assire parce que la douleur était tellement grande physiquement que j'arrivais pas à m'assire confortablement. Donc, je me levais au lieu de m'assire pour le déjeuner. Et ma mère, en colère, m'a obligée à m'assire. C'est tout le désespoir de me sentir abandonnée dans une souffrance très grande. Puis de voir aussi que finalement que
ton père, en fait, t'aidera pas là-dedans parce qu'en même temps qu'il est ton père, il est ton agresseur. Exactement. C'est l'âme en détresse qui était plus Puis là, présente. pour bien expliquer aux gens, c'est que vous n'étiez pas capable de vous asseoir parce que vous aviez trop mal, parce que votre père vous pénétrait à ce moment-là et vous aviez à peine 5 ans. Exactement, exactement. Et est-ce qu'on se trompe lorsque l'on dit que votre père vous a pris votre virginité à 3 ans? Non, on se trompe pas tellement. C'est sûr que je sais que j'allais pas à l'école. Puis j'ai commencé l'école, j'avais 4 ans. Et déjà, j'étais plus vierge à 4 ans, moi, là. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Est-ce que les menaces de votre père étaient constantes? Toujours présente, toujours présente. Quand j'étais petite, ce qu'il me disait, c'est que j'étais venue au monde sale, mauvaise, méchante, puis que lui est envoyé par Dieu pour me purifier et que la façon d'y arriver, c'était cette façon-là. Ensuite est venue les menaces de mort, la violence physique, bref, il y a eu une escalade qui a monté. Oui, tout s'est enchaîné vers une escalade. Si on parlait, à compter du jour 1 de la première pénétration, vous êtes devenue la menteuse, la manipulatrice, la vilaine petite fille, le souffre-douleur de toute la famille. Se faire dire ça, moi j'ai de la misère, ça n'a presque pas de sens. Et non, effectivement, ça n'a presque pas de sens, mais moi je figure ça un peu comme dans un poulailler. Hein. Quand il y a une poule blessée, les poules vont picosser sur cette poule-là. Moi, c'est sûr que chez nous, j'étais considérée comme la menteuse, mais tous les agresseurs font ça. Je suis pas une exception. Hein. Si on regarde n'importe quel enfant qui a été victime de violence dans son enfance, il va rapidement se tisser autour de cet enfant-là une toile comme de quoi il est menteur, parce qu'on a intérêt à ce qu'il soit menteur. Si le secret sort, il faut que l'enfant devienne coupable et non pas l'agresseur. À un certain moment donné, vous avez demandé à Dieu de vous pardonner. Oui. De vous pardonner à vous. Oui. J'ai vraiment cru que c'était moi la coupable. Donc, il vous l'a assez ancré dans la tête, dans l'esprit, que vous en êtes venu à dire, bien mon Dieu, excusez-moi, je suis coupable. Oui. C'est ça. Oui, j'ai vraiment cru que c'était de ma faute. J'ai été habitée par la honte et j'étais convaincue que c'était de ma faute. Je me suis mis à appliquer à la lettre chacun des commandements en me disant, je vais essayer d'être le plus conforme possible. Puis, évidemment, j'y arrivais jamais. Là, donc, j'étais convaincue que c'était moi la coupable. Que si j'avais pas été là, ça serait pas arrivé. Puis vous disiez également que c'était vous qui provoquiez votre père. C'est ce que lui me disait. C'est ce que lui vous disait, puis essayait de vous faire entrer ça dans la tête. Tu me provoques. Je l'ai acheté parce que depuis que j'étais petite, on me disait que c'était moi le problème. Donc, c'est inévitablement, lui n'était pas responsable, mais c'est vraiment un pattern d'agresseurs. Les agresseurs au niveau sexuel pour les enfants vont rapidement instaurer que c'est de la faute de l'enfant. C'est lui le menteur en plus et il est responsable de ce qui se passe dans la maison chez vous. On dit que dans le livre, parce que tout sort de votre livre, il faut le dire, à un certain moment donné, vous dites que vous vous sentiez sale, laide, sans importance, un jouet qu'on manipulait physiquement et psychologiquement. Oui. À cet âge-là. Oui. Oui, puis j'ai toujours porté ça. Puis c'est encore mon plus grand cheval de bataille, je dirais. J'ai de la difficulté à me regarder dans le miroir. On peut très bien se maquiller sans se regarder. Oui, mon Dieu, oui. Parce que j'ai de la difficulté, moi, à me trouver jolie, tu sais. Parce qu'on m'a tellement fait voir que j'étais moins que rien, que c'est un combat de tous les jours avec moi-même. Oui, mon Dieu. Oui, exactement. Il vous a dit aussi, votre père, qu'il vous éliminerait si vous osiez parler? Oui. Parce que c'est sûr que plus je grandissais en taille et en âge, plus l'agresseur était conscient que mon niveau de conscience augmenterait. Donc, le niveau d'agression et le niveau de violence psychologique et verbale a vraiment augmenté. Donc, dans les derniers temps, c'était quand je vais partir, tu vas partir. Tu sais, les menaces de mort étaient toujours présentes. Est-ce que pour vous, dormir signifiait douleur? Oui, et c'est encore comme ça. Je dors pas encore. Encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui. Oui. Pour moi, le sommeil, c'est un dur combat. J'aime pas du tout la nuit. Mon mari peut même pas rentrer dans la chambre après moi. Il faut qu'il soit dans la chambre et couché avant que moi j'arrive. Là, on parle encore aujourd'hui. On parle encore aujourd'hui. S'il rentre puis que je suis couchée, c'est sûr que je vais hurler, là, je vais paniquer. Je dors presque pas la nuit, moi. Ah, mon Dieu Seigneur. Même à côté de l'homme, votre mari aujourd'hui que vous aimez, qui vous aime, qui, je suis certain, doux,
Il n'a avec jamais vous. rien fait, il n'a Puis il jamais a été... jamais été- Non. Puis vous avez encore cette crainte-là aujourd'hui, au moment où l'on se parle. Oui, c'est comme un système d'alarme. C'est comme si dès que la nuit tombe, il y a une lumière rouge qui allume et moi, mon cerveau se met pas au repos. J'entends Mais pour tout. repos, c'est toujours parce que votre père vous agressait presque toujours la nuit. Il m'agressait aussi le jour, mais j'ai plus peur de la nuit OK. que du jour. Parce que le jour, je peux voir, là, mais j'ai plus peur de la nuit que du jour. Une chose qui m'a un petit peu frappé aussi, c'est que vous dites à un certain moment donné, je me sentais comme un morceau de viande que l'on dépaisse pour vendre au marché. J'étais du steak haché. Oui, je me sentais vraiment comme une pièce de viande qu'on magasine. Là. C'est sûr que là, ça avait été particulier parce que c'était suite à une menace de me faire agresser par d'autres personnes. Ils disaient, si je parle, bon, ben, je vais te donner en pâture à d'autres hommes. Donc, je me sentais vraiment moins que rien. Là. À un certain moment donné, Madame Ayotte, vous avez compris le mot prostitution Oui. avec l'histoire du lapin bleu. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi l'histoire du lapin bleu? Bien, le fameux lapin bleu, c'est toujours une histoire que j'ai de la difficulté à raconter parce qu'elle est difficile pour moi à digérer. C'était une fois où j'avais eu la gastro pendant la nuit et le matin, ma mère m'avait dit, bon, tu iras pas à l'école. Et quand elle a dit ça, l'agresseur a décidé qu'il n'y allait pas non plus. Et il me dit, quand il y a eu personne d'autre dans la maison que lui et moi, il me dit, j'ai un cadeau pour toi. Et c'était dans sa chambre. Je voulais pas y aller dans sa chambre. Je disais, non, il n'y en a pas question. Que vous saviez ce Oui, qui je a savais été- ce qui s'en venait. Ok. Et finalement, ben, quand tu as 8 ans, 7 ans, là, t'es pas assez pesant pour résister à un adulte c'est de 40 ans. Donc, il m'a emmené de force dans la chambre. Puis là, il y avait un petit lapin bleu avec un nœud papillon. Puis il m'avait dit, c'est pour toi. Et quand j'étais arrivée pour le prendre, il m'a dit, non, tu vas devoir d'abord le payer. Fait que j'ai dit, garde-le, ton lapin, tu sais, j'en veux plus. Mais du haut de mes 7 ans, là, le combat était fort, inégal. Il était très inégal. Donc, vous avez payé. J'ai votre payé le lapin. fameux toutou que j'ai jamais aimé de toute façon. Ben, sûrement, mais sûrement. Je le reverrai en magasin, je pourrais le ressortir tellement je m'en souviens de ce lapin-là. Ah, mon Parmi Dieu. 1000 Fait que lapins, je c'est- retracerais C'est celui-là. ce lapin-là qui vous a dit, bien là, il faut, si je veux de quoi, il faut que je me prostitue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai payé à peu près tout ce que j'ai eu pour lui. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'il y avait des relations sexuelles avec votre mère à ce moment-là? Aucune idée. Ça, c'est une question que je ne sais pas. Je sais pas. Je présume que oui, de temps en temps, mais il est peut-être moins actif avec elle Qu'avec vous. qu'avec moi. Là. Vous haïssiez Dieu de laisser faire votre père comme ça. C'est donc dire que là, vous saviez qu'il y avait un Dieu qui existait, un Dieu qui était bon, charitable, aimable, etc., etc. Mais là, vous l'avez haï parce que il laissait faire votre père ses 4 volontés avec vous. Exactement. C'est sûr que au début, je pensais qu'il était là pour me punir. Après ça, je me suis mis à le détester parce qu'il y a eu les cours de religion. On commence à être sensibilisé. Et là, tout le monde disait que c'était un Dieu d'amour à l'école. c'est sûr, On ben nous disait oui. que c'était un Dieu d'amour, mais moi, je comprenais pas. Là. Fait que je me suis mis, moi, à l'haïr profondément. Là. Mais en même temps, j'avais tellement peur de lui que je respectais tous ses commandements. Tu sais, je respectais à la lettre ce qu'on m'enseignait Mais- à l'école. Mais encore, à ce moment-là, c'était sous un règne de terreur terrible. Toujours la terreur terrible. J'ai pas connu. C'est ça qu'il a sorti souvent aussi durant le procès. J'ai pas gardé en mémoire des souvenirs joyeux. J'ai gardé seulement en mémoire des souvenirs difficiles. Difficile. Vous dites à un certain moment donné, j'étais maintenant une prostituée à la merci d'un père dénaturé, indigne de ce nom. C'est là que vous avez, avec la fameuse histoire du lapin bleu, vous avez dit, je suis maintenant devenue une prostituée. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Oh mon Dieu, quand j'ai commencé à me sentir comme une prostituée, j'avais à peu près 7 ans, 8 ans. Et j'ai toujours eu cette épine Damoclès-là. Puis j'avais jamais le choix, tu sais. Je n'aurais même pas pris de cadeau de Noël. Mais lui, là, même si c'était ma mère qui les donnait, lui, si tu as eu un cadeau de Noël, tu le payes, tu sais. Fait que je passais souvent... j'avais toujours tort. Est-ce que vous avez protégé votre sœur à ce moment-là? C'était un peu ça, je crois. Parce que quand on a dit au début, là, c'était vous ou votre sœur. Si votre sœur n'avait pas dormi
ça aurait été peut-être elle au lieu de vous. Alors, ça veut dire qu'après ça, tout le temps, vous vous êtes trouvé à protéger un peu votre sœur. J'ai voulu protéger ma sœur, mais j'ai voulu protéger toute la famille aussi contre cet homme-là. Donc, je voulais pas que ma sœur soit en contact ou seule avec lui parce que j'avais peur que ça y arrive. Oui, je suis devenue rapidement la mère de famille. C'est moi qui s'occupais indirectement, mais dans la mesure de la capacité de l'âge que j'avais, de protéger cette famille-là. C'est ça aussi qui m'a gardée dans le silence si longtemps, là. Je me sentais responsable de leur bonheur et de leur malheur. L'histoire de l'ours au dépotoir avec l'auto barré, on parle du Rapide 2 à ce moment-là. Oui. Il est arrivé quoi exactement? Bien ça, il nous avait dit, le village était fermé, le village a été modernisé. Fait qu'à partir de la modernisation, ils ont fermé le village à cause de la distance physique importante dans la forêt. Okay. Là, ils nous avaient emmenés, on avait été campés là. Et là, ils nous avaient dit, on va aller au dépotoir voir les ours. Et j'ai plus ou moins compris ce qui s'était passé là tant que j'ai pas eu mes propres enfants. En fait, ce qui est arrivé, c'est que on a vu le bébé ours qui était en train de manger dans le dépotoir et lui, il a crié rentrez dans la voiture, la mère est pas avec lui. Sauf que moi, il m'a pris par la main, il m'a poussé, il est rentré dans le véhicule et il a barré sa porte. Donc quand je suis arrivée pour essayer d'entrer dans le véhicule, c'était pas possible, la porte était barrée. Et là, il a demandé aux enfants en arrière de faire de même. Fait que j'ai fallu que je fasse toutes les portes et finalement celle du côté passager était débarrée, ce qui m'a permis de rentrer. C'est quand j'ai vu son visage que j'ai compris que... Mais est-ce qu'il voulait vous tuer? C'est pas compliqué. Est-ce qu'il aurait été aussi loin que ça? Bien, je pense que oui. Honnêtement, là, je pense que oui. C'est sûr qu'avec le thérapeute, on en a beaucoup parlé de cette histoire-là. Et lui, sa supposition, c'est que sans nécessairement peut-être vouloir me tuer, ça l'intriguait de voir ce qui se passerait quelqu'un qui était pris avec un ours. Puis je pense qu'il y avait cette capacité-là psychologique dépravée pour le faire. Hein. À un certain moment donné, durant un de vos nombreux viols, un morceau de sa ceinture vous a pénétré. Ah, ça a été atroce. Oui, ça a été atroce. Je pensais que j'allais mourir tellement c'était douloureux. Est-ce qu'il s'en est aperçu? Oui, il savait parce que quand, à un moment donné, j'arrêtais pas de dire que c'était douloureux, c'était douloureux. En fait, c'est la petite languette qui rentre dans le trou, qui avait planté à l'intérieur. Fait qu'à chaque fois qu'il bougeait, bien, ça plantait plus creux, puis ça déchirait. Fait que... c'est sûr que la douleur était très, très intense. Et à un moment donné, j'arrêtais pas de dire, puis il se moquait de moi. Mais quand j'ai dit, je vais perdre connaissance, parce que je sentais vraiment que je partais, là, il me dit, ah, c'est ma ceinture, puis il est parti à rire, puis il a continué. Là, il n'a pas arrêté. Là, il a enlevé la ceinture, puis on finit. Et à ce moment-là, vous aviez quel âge? Parce que des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais là, elle avait quel âge? 15, 16, 17 ans, elle ne sait pas ça, là, du tout, là, à ce moment-là. J'étais adolescente. La fois de la ceinture, oui, j'étais adolescente. La fois de la ceinture. Le bain de minuit avec votre oncle, votre père lui avait dit que vous voudriez, que vous aimiez cela. Vous aviez environ 16 ans à ce moment-là. Ça veut dire que votre père était prêt à vous prêter à d'autres personnes. Bien, oui. C'est sûr que cet incident-là, ce qui est particulier, c'est que cet oncle-là était très, 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 très saoul. Je suis pas sûre que s'il n'avait pas été sous, mais vraiment très sous, là, on parle d'un homme qui a de la misère à se tenir debout, je suis pas certain que cet homme-là aurait fait des choses comme celle-là, là, mais là, il était dans un autre monde, là. Il avait tellement bu. Fait que c'était pas prémédité d'abord. Non, je pense pas que ce soit prémédité. Sauf que quand il a crié, tu m'avais dit qu'elle voudrait. C'est ça. Moi, là, il y a eu une confrontation visuelle avec l'agresseur, mais j'ai compris, c'était garde, moi, je peux aller loin avec toi. C'était toutes des menaces, puis il y en avait qui étaient très directs, d'autres plus susceptibles, pas susceptibles, en tout cas nuancées. Nuancées, en oui, fait. Fait que cette nuance-là était facilement détectable quand tu es victime. À un moment donné, tu comprends comment l'agresseur te connaît très bien, mais tu connais très bien l'agresseur aussi. Il n'y a pas nécessairement besoin de parler pour savoir. Une question un petit peu difficile, Madame Ayotte. Une certaine fois, pour pousser l'humiliation à l'extrême, il a uriné dans votre vagin. Vous vous êtes traité de bécosse puante et sale, de fausse sceptique répugnante. Vous vouliez mourir de honte. Il était jusque-là. Oui, ça, c'est sûr qu'émotivement, je ne déblatérais pas trop sur cette... parce que pour moi, même mettre mes enfants au monde, ça a été difficile.
parce qu'il était obligé de passer par là, sûrement. puis dans ma tête, c'était tellement sale, j'avais l'impression de salir des êtres purs, tu sais. Donc, vous aviez l'impression, à l'accouchement de vos tacher. enfants, de tacher vos enfants. Vos enfants n'avaient pas le droit de passer par là parce qu'il y avait eu trop de choses qui s'étaient passées auparavant. Oui. C'était ça. Parce que faire le nez dessus, c'est très, très, très humiliant. Ça, c'est... Sûrement. Vous avez demandé au Seigneur de vous bercer, de vous faire un signe pour savoir s'il existait. Vous avez alors senti une main géante vous prendre. Oui, ça, c'était au cégep. Je pourrais jamais dire, tu sais... On me demanderait est-ce que c'est vrai, de vrai, de vrai. Je répondrais que c'est pas important de savoir si c'est vrai, de vrai, de vrai. C'est la sensation que j'ai eue. Moi, j'étais rendue à l'extrême, là. Je voulais mourir, là. Je pensais qu'au suicide. Au cégep, je ne pensais qu'à ça, à mourir. Je voulais pas je voulais mourir, mais j'avais peur de me suicider parce que j'avais très peur de l'enfer. Mon agresseur m'avait dit que moi, j'irais en enfer, j'irais jamais au paradis. Exactement. Donc, j'avais peur de l'enfer énormément. Et là, j'étais en détresse extrême et j'ai eu l'impression qu'une main me ramassait puis me berçait. Wow. Parce que là, j'avais demandé à Dieu de me faire J'ai des demandé à signes. Dieu. Ici, c'est une question, encore une fois, qui est difficile. Puis moi, j'en reviens pas encore et je vous la pose. Vous avez été opéré à la mâchoire du côté gauche. Vous vous en revenez de Montréal avec votre père. Vous êtes en auto. Vous pouviez à peine vous tenir sur vos jambes tant que vous étiez faible. Et dans le parc La Vérandrie, votre père vous a abusé, vous a violé là, puis vous avez demandé quelque chose pour vous essuyer, puis il ne vous en a même pas donné. Vous vous êtes rendu à Rouen, encore toute sale, puis ça, c'est inimaginable, c'est incroyable. Un père de même, ça se peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc La Vérandrie? Bien, ça, c'est ça. J'avais été opérée à la mâchoire parce que j'ai une mâchoire qui s'était pas développée. J'avais une mâchoire d'un enfant de 3 ans sur un côté et celle d'un adulte. Et ça avait mal tourné. J'avais fait des hémorragies internes. Donc, moi, je mesure 5 et 8 et demi, puis je pesais pas 90 livres quand je suis sortie de là. Je pesais à peu près 80 livres. Okay. J'étais très, très, très faible parce que j'avais été en hémorragie plusieurs semaines. Et c'est lui qui est venu me chercher, c'était toujours lui qui venait me chercher ou qui venait me reconduire. Fait qu'évidemment, il m'a agressé dans le parc La Vérandrie. Là, j'étais même pas capable de me défendre. Je pouvais même pas parler. J'étais brochée. C'est sûr que c'était un homme qui pensait qu'à lui, à ses instincts, à lui. C'est parce qu'on a tellement de difficultés, Mme Ayotte. Moi, là, je fais cette émission-là, puis il faut que je me contrôle parce que j'ai la rage au cœur, là, tout simplement. Mais c'est de voir, c'est son enfant, c'est sa chair, c'est son sang. C'est son enfant qui est là, qui est faible, qui sort de l'hôpital, qui est même pas capable de se tenir debout, et on en abuse sexuellement en plus de ça. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Bien, c'est sûr que je pense que c'est un homme qui est très perturbé psychologiquement, Sûrement, mais ça ne justifie pas. Ça justifie pas. Ça ne justifie pas les gestes qu'il a commis, ça c'est sûr. Puis c'est certain que pour lui, j'étais pas un être humain. J'étais un objet sexuel, d'assouvissement personnel. Ça se limitait à ça. Votre premier amoureux, oui, ce fut un échec? Oui, mais je peux pas dire que cet homme-là était méchant. C'est pas ça. C'est moi, j'étais arrivée avec un bagage pas évident pour un homme non plus, là, quand on regarde ça. C'est pas évident. Est-ce que vous lui avez conté votre histoire? Oui, j'avais conté. Mais pas l'histoire. Pas l'histoire. Il savait pas l'ampleur des agressions. Je n'étais pas capable d'en parler. Il savait que j'avais été abusée sexuellement. Puis lui, j'étais dans ses premières conjointe, c'était mon premier chum, fait que on manquait d'expérience toutes les deux, fait que c'est sûr que ça a été un échec, là. Il savait pas quoi faire avec ça, lui là, pas plus que moi je savais quoi. Pour moi, il était une menace constante, là. C'était pas facile, là. Absolument. Est-ce que ça a duré longtemps? J'ai sorti 1 an et demi, je pense, avec lui. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec lui? Jamais au complet. Jamais non. au complet. Okay. On va passer maintenant à l'aveu, à la confession, Madame Ayotte. Votre sœur Laurette vous engueule, vous traite d'ingrate parce que vous ne voulez pas retourner chez vous. Ça, c'est un soir que vous êtes dans un bar à Rouyn-Noranda. Oui. Et puis, vous êtes avec Laurette, qui est votre sœur, et son ami Joël. Et là, le tout éclate. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bien, je pense que cette fois-là, j'ai frappé un point d'accumulation. Je pense qu'elle est arrivée dans un point où j'étais, tu sais, toute ma vie, on m'avait dit que j'étais responsable tout le temps. C'était de ma faute, j'étais pas fine, je faisais de la peine à papa, je faisais de la peine à maman, tout le temps. J'étais jamais correcte. Puis j'étais toujours culpabilisée. Et cette fois-là, dans le bar, elle a commencé comme ça, tu sais. T'es pas correcte, t'es pas fine, tu viens pas, bon, les attaques se succédaient. Okay. Et là, moi, je me suis même défendre. Puis c'était nouveau, ça, parce que j'étais pas habituée de me défendre. Moi, je sais même pas comment. Subissiez toujours. Toujours. De façon assez silencieuse. Et là, Joël nous a dit, écoute, c'est assez, on va aller régler ça dans la voiture. Et là, dans la voiture, là, ça a sorti comme du vomi. Okay. Là, j'en pouvais plus de me faire accuser. Est-ce que votre sœur s'en doutait, ou bien non, si, d'après vous, elle n'était pas au courant? Parce qu'on a un peu de misère, c'est sûr, là, à comprendre que dans votre famille, que ce soit votre mère, votre sœur, votre frère, que personne n'ait été au courant de ça. Est-ce que, d'après vous, votre sœur se doutait de quelque chose? Oui, elle le savait. Elle le savait. Je suis convaincue. Parce que vous étiez dans la même chambre, très souvent. Oui, très souvent, on était dans la même chambre. Puis, mais je ne veux pas l'accuser non plus à travers ça, parce que ça demeure que c'était une enfant et qu'elle ne pouvait rien faire et que son rôle comme enfant, c'était de se fermer parce qu'elle y aurait passé. Je pense qu'elle n'était pas... Elle le savait? Oui, de façon... oui, je pense que chez nous, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde le savait, mais personne ne savait quoi faire avec ça. Exactement. Et votre mère? Oui. Est-ce qu'elle s'en doutait? Est-ce qu'elle le savait? Moi, je suis obligée d'être franche. C'est sûr que je peux pas l'accuser. C'est elle qu'il faudrait qu'elle réponde à cette question-là. C'est sûr qu'elle a toujours nié le savoir, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire à ça parce que, à un moment donné, elle s'est levée, elle a fait le tour de toutes les pièces dans la maison, à inspecter parce qu'elle cherchait son conjoint qui était pas dans son lit. Mais elle a pas fait ma chambre, là. Elle a fait toutes les pièces de la maison. Toutes les autres pièces, sauf votre chambre, parce qu'elle savait peut-être que son mari était là. C'est sûr, elle avait fait toutes les pièces. Fait que... Là, il vous arrive dans votre vie un nouvel amoureux qui s'appelle Norbert, on peut le nommer. Oui. Parce qu'il y a des noms qui sont faux dans le livre, il y a des noms qui sont vrais. OK, c'est ça, OK. Alors, qui s'appelle Norbert. Sa famille est réticente avec cette relation parce que Norbert a conté à sa famille qu'est-ce qui vous est arrivé. Comment vous avez pris comment lui a fonctionné avec ça, parce qu'il reste à peine une minute. Là, OK. Bien, rapidement, ce que je peux dire, c'est que cette famille-là, je peux la comprendre. Tu sais, c'est pas une famille, c'est des gens extraordinaires. Norbert a une bonne famille autour de lui, mais à quelque part, moi, j'étais un oiseau blessé et ça paraissait. Okay. Donc, c'est toute la peur qui était là. Est-ce que il va réussir à être heureux avec une femme aussi blessée? Est-ce qu'il va réussir à fonder une famille équilibrée? Votre questionnement. C'était mon propre questionnement. Okay. Fait que je comprends qu'il y avait le même dans leur tête et dans leur cœur. Ça a bien été, vous l'avez marié, on va en revenir dans la deuxième émission un peu avec ça, mais c'est encore aujourd'hui votre conjoint. Oui. OK, vous avez eu des enfants avec lui. On va en revenir à tout ça dans la deuxième émission. Alors, Mme Ayotte, merci beaucoup. On va s'absenter une semaine environ et on va revenir la semaine prochaine avec la suite de cette histoire et de votre livre, La Proie. Alors, à la semaine prochaine, madame. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour la deuxième émission, la suite de cette émission avec madame Martine Ayotte et son livre La Proie. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Au revoir.